Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jessica Bouchard. Je suis vice-présidente Affaires publiques et économiques et initiatives d'impact à la Chambre. Je vous remercie d'être connecté avec nous ce matin pour ce webinaire. C'est le premier épisode d'une nouvelle série qu'on lance ce matin qui s'inscrit, donc ces webinaires s'inscrivent dans le cadre de Convergence. Convergence est une grande initiative qui est portée par la Chambre et la BMO. On a plus d'une dizaine de partenaires qui sont associés à cette initiative-là. Puis, son but principal, c'est d'aider les entreprises dans la transition vers des pratiques d'affaires durables. À travers Convergence, la Chambre met en valeur plusieurs ressources qui sont disponibles pour aider les entreprises dans leur transition. On va aussi développer, puis c'est en cours, là, c'est déjà en ligne, si vous voulez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur notre page web. On développe des nouveaux outils aussi pour aider les entreprises. Puis on couvre plusieurs facettes de la transition, que ce soit l'intégration des critères ESG, la réduction des GES ou encore l'économie circulaire. Donc, on va vous offrir à travers Convergence des contenus exclusifs comme des balados, des guides, des formations et des conférences qui vont vous permettre de débuter, accélérer ou intégrer davantage de partenaires de transition dans votre plan de virage vert. Donc, je mentionne d'ailleurs qu'on a un forum stratégique le 15 mars. C'est une journée de conférence très, très complète qui va encore là, le but principal, c'est de vous aider, de vous outiller dans cette transition. Donc, je le disais, les détails sont sur notre site web. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre conférencier qui lance cette nouvelle série de webinaires. On a le plaisir d'accueillir Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire en sciences de la décision et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Je suis certaine que vous le connaissez. Il est souvent consulté comme expert. On l'entend dans les médias nous parler de plusieurs facettes de son expertise. C'est un privilège de te recevoir aujourd'hui, Pierre-Olivier. Merci d'être là. Sa présentation s'intitule Les clés de la transition écologique pour les PME. Donc, avant de céder la parole à notre conférencier invité, simplement vous mentionner que tout au long de la conférence, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte Q&A qui se retrouve au bas de votre écran Zoom. Puis à la fin, Pierre-Olivier a accepté de répondre à vos questions. Donc, on pourra prendre quelques minutes pour échanger. Donc voilà, je cède la parole, Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Jessica. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran pour faire ma présentation qui donc va parler, qui est une présentation assez générale. Alors oui, c'est les clés de la transition écologique pour les PME, mais c'est aussi une introduction un peu plus générale aux raisons d'agir. Alors, la transition écologique qu'on veut mener, elle est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie liée à l'impératif d'agir sur les changements climatiques. Donc, simplement à guise de rappel ou simplement pour qu'on ait une bonne compréhension générale de qu'est-ce que c'est ces changements climatiques et pourquoi est-ce que ça a lieu, je me permets de vous présenter de façon très directe l'enjeu des gaz à effet de serre. Les changements climatiques, ils sont liés au réchauffement de la planète. Pourquoi la planète se réchauffe? C'est parce qu'elle reçoit, et on est très chanceux, plein de soleil, d'énergie du soleil. Donc là, vous voyez notre Terre, vous voyez le soleil, il y a du rayonnement. Aujourd'hui, c'est une journée très ensoleillée. Et ce matin, il ne faisait pas si chaud que ça, mais il va faire plus chaud aujourd'hui. Mais bon, on ne va pas parler de météo. La chaleur qui est emmagasinée sur Terre, elle est emmagasinée sur Terre grâce aux gaz à effet de serre. Donc, on a ces gaz à effet de serre. Si on n'avait pas de gaz à effet de serre, il ferait très froid sur Terre. Et là, vous le voyez là dans le petit graphique à gauche ou la petite image, sans gaz à effet de serre qui retient la chaleur sur Terre, moins 18. Grâce aux gaz à effet de serre et à cet effet de serre, il fait en moyenne autour de la Terre une température qui permet bien mieux la vie telle que nous la connaissons de 15 degrés Celsius. Donc, on doit dire merci aux gaz à effet de serre parce que sans eux, on n'aurait pas de vie sur Terre. Le problème, c'est qu'on accumule beaucoup trop de gaz à effet de serre depuis 200 ans dans cette couche atmosphérique qui contient ces gaz à effet de serre. On accumule beaucoup trop et donc ça amplifie
l'effet de serre, ça amplifie la force de ces effets de serre. C'est comme rajouter une deuxième ou une troisième toiture. On va être mieux isolé, hein, et mieux isolé, ça veut dire qu'on va garder plus de chaleur sur notre terre. Alors, dans nos maisons, on ne garde pas assez de chaleur, mais sur la terre, on garde trop de chaleur qu'on reçoit du soleil. Ça, c'est un problème qui est très bien documenté. On ne peut pas ne pas croire aux gaz à effet de serre. C'est comme de la physique 101. Il n'y a pas un climato-sceptique qui va dire non, il n'y a pas de gaz à effet de serre. S'il n'y a pas de gaz à effet de serre, tous les physiciens, tous les climatologues diraient ben, ça ne marcherait pas, on ne pourrait pas garder la chaleur sur Terre. Et quand on brûle du charbon, quand on brûle du pétrole, quand on brûle du gaz naturel, eh bien ça c'est aussi de la physique qu'on ne peut pas nier. C'est quand on brûle ces choses-là, si c'est en présence d'oxygène et il y a du CO2 qui se dégage à la combustion. Ça ne peut pas. Mettez-vous dans votre garage, fermez-le et mettez un indicateur de CO2 dans votre garage pour voir si, en fait, ne faites pas ça parce qu'il y aura aussi du monoxyde de carbone et ça pourra vous poser des problèmes fatals. Mais le CO2, quand l'augmentation du CO2 ne fait, est là, est bien présente, est observée très facilement quand on brûle du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Donc ça, c'est encore une fois, on ne peut pas nier ça. Et comme on en a brûlé des quantités phénoménales depuis 200 ans, et là, je n'ai pas de courbe pour vous, mais les quantités de charbon, de gaz naturel et de pétrole qu'on brûle à l'échelle planétaire ne font qu'augmenter depuis 200 ans, eh bien forcément, on a émis beaucoup de CO2. Donc le CO2, c'est le premier des gaz à effet de serre qui contribue à cet effet de serre qui a été bénéfique pour la présence de vie sur Terre, notamment la vie des humains, mais qui pose problème parce que justement, on en a trop d'effets de serre. Et on a émis énormément de CO2 en plus. Donc ça, c'est le principal gaz à effet de serre, le CO2, qui est issu qui est de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Et encore une fois, on ne peut pas brûler ces choses-là sans émettre de CO2. On pourrait éventuellement capter ce CO2 et le séquestrer, mais pour qu'il y ait de la combustion, forcément, quand on brûle quelque chose qui contient du carbone, et ça brûle parce qu'il y a du carbone, eh bien, on va émettre du CO2. Le deuxième gaz à effet de serre en importance, c'est le CH4. Le CH4, c'est le méthane. C'est la composante essentielle du gaz naturel. Mais une fois qu'on a brûlé le gaz naturel, ça va séparer le carbone de l'hydrogène. Là, vous voyez, le C et le H, c'est deux atomes qui se mettent ensemble pour faire une molécule de méthane. Quand on brûle ce méthane, eh bien, ça fait du CO2. Mais si on ne brûle pas le CH4 et qui va dans l'atmosphère dans sa forme moléculaire CH4, eh bien, ce CH4-là, c'est un gaz à effet de serre qui est hautement puissant. Il est 25 fois plus dommageable que le CO2 comme gaz à effet de serre. Et là, vous voyez d'autres gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, le N2O, qui est essentiellement lié à l'agriculture, aux engrais azotés. Le N, c'est pour azote. Les engrais azotés qu'on met beaucoup dans l'agriculture industrielle, eh bien, ça contribue à être un autre gaz à effet de serre qui, lui, est encore plus puissant que le méthane et le CO2. C'est de l'ordre de 120 fois plus dommageable que le CO2. Et là, il y en a d'autres, et je ne vais pas rentrer dans ces détails des autres gaz. Mais vous voyez, une panoplie de gaz à effet de serre. En tant qu'entreprise, vous émettez des gaz à effet de serre de scope 1. Ce sont les émissions directes qui sont directement celles liées à vos activités. Donc, au Québec, ça peut être une usine qui utilise du gaz naturel. Eh bien, ça, c'est directement lié aux activités de l'usine. Ça peut être les véhicules de l'entreprise pour la livraison de vos produits. Ça peut être votre bâtiment qui est chauffé au gaz naturel. Ça peut être très, très peu si vous êtes une institution financière, par exemple, ou travaillez dans le secteur des services. Eh bien, vous avez un bureau et si votre bureau est entièrement électrifié, mais vous n'avez en fait pas d'émissions de scope 1. Par contre, vous achetez des produits, vous faites des voyages d'affaires, vous générez des déchets, vous avez des trajets entre le domicile et votre travail, vos employés, vos clients se déplacent. Et tout ça, c'est tout ce qu'on appelle les émissions de scope 3. Les émissions de scope 3, c'est tout ce que vous achetez en amont pour réaliser vos activités et évidemment tout ce qui arrive en aval dans l'utilisation des
biens ou produits que vous utilisez. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de BRP qui fait des skidoo, ben, l'usine pourrait être entièrement électrifiée, donc les émissions de BRP et de Scope 1 peuvent être très faibles, mais évidemment, pour faire ces skidoo, il faut de l'acier, il faut des matériaux qui, eux, sont associés à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y en a en amont et il y a des activités en aval lorsqu'on utilise un skidoo ou un sidou, eh bien, jusqu'à maintenant, la majorité de la flotte utilise des produits pétroliers. Et donc, il y a des émissions de scope 3 en aval qui sont liées à l'utilisation de ces produits-là. Donc, il y a cette classification entre catégories d'émissions, celles qui sont directement possédées par l'entreprise ou dont l'entreprise est directement responsable, et celles qui sont en amont, en aval. Pour bien agir, il faut évidemment connaître l'entièreté de nos émissions. Pas simplement parce qu'on peut tout régler. En fait, il y a bien des choses qu'on ne peut pas régler. C'est bien évidemment hors du contrôle de l'entreprise. S'il y a des émissions qui sont associées aux produits que vous achetez, vos fournisseurs ont des émissions, vous n'avez pas un contrôle direct là-dessus. Mais c'est important de comprendre toute la chaîne de valeur et toute la chaîne d'approvisionnement et où se trouvent les émissions, parce que, évidemment, vous devez savoir quelle est votre vulnérabilité à des activités en amont ou en aval. Si par exemple, pour ce qui reprend un exemple en transport, le gouvernement du Québec a annoncé qu'en 2035, on ne pourrait plus vendre de véhicules qui seraient 100% à essence au Québec. Donc, ce n'est pas des constructeurs automobiles directement. Eux, ils ont relativement peu d'émissions. Le scope 1 pour des constructeurs automobiles, il est relativement limité, mais c'est le scope 3, les émissions des véhicules à essence qui seront interdits de vente en 2035 au Québec. Mais si les constructeurs automobiles ne réalisent pas ça, qu'il y aura des contraintes dans l'utilisation des produits qu'ils mettent sur le marché, eh bien, ça pose un problème stratégique. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour n'importe quelle PME de bien comprendre l'environnement global parce que les contraintes, et je vais arriver plus en détail, elles arrivent, elles sont là de plus en plus grandes pour justement nous amener à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter, encore une fois, l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour limiter l'ampleur des changements climatiques. Parce que les changements climatiques, ils sont bien réels, mais notre seule manière d'agir directement sur ces changements climatiques, euh, c'est de réduire nos émissions pour réduire l'accumulation de ces gaz à effet de serre qui sont, encore une fois, bénéfiques jusqu'à un certain point, mais là, on a dépassé le point où ils sont bénéfiques, il y en a trop. Donc, la première chose à faire, c'est de limiter l'accumulation et c'est pour ça qu'on veut réduire les émissions et il va falloir en fait même enlever des gaz à effet de serre, enlever du CO2 de l'atmosphère pour justement limiter cet effet de serre qui est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on veut réduire les émissions. Là, vous voyez au Québec la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre de 1990 jusqu'en 2021. Alors, vous voyez, ça a baissé un petit peu. En 2021, on était à 8,1% de réduction par rapport à 1990. Alors, c'est bien. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de réduction. Il y a des endroits sur Terre où ça a augmenté. Le problème, c'est qu'on vise beaucoup plus. Le problème, c'est qu'en 2020, on visait être arrivé à 67 millions de tonnes. On n'était pas à ce niveau-là. Et si on a chuté en 2020, c'est malheureusement à cause de la COVID. Donc, vous avez vu, la COVID a fait chuter les émissions et après la COVID, ça a remonté. Et la COVID, ça a été tout un événement. Imaginez pour 2030, on doit être à 52 millions de tonnes. Donc, il faudrait grosso modo 5 ou 6 COVID pour nous amener là. Évidemment, on ne se souhaite pas 5 ou 6 COVID pour arriver à nos objectifs de 2030. On veut pouvoir contrôler nos réductions et le faire de manière consciente, non pas de manière forcée comme avec la COVID. Alors évidemment, il faut prendre des actions pour réussir à réduire nos GOS. Ces actions-là, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réalisables. La mauvaise nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, on n'en fait pas assez. Parce que comme vous voyez, la trajectoire, la tendance, elle n'est pas vraiment en ligne avec notre objectif de 2030. Si vous présentiez ça à vos actionnaires, vous verriez probablement qu'ils seraient un peu sceptiques sur la trajectoire qu'on a prise et vous demanderez quel est votre plan là, pour atteindre l'objectif de 2030 et l'objectif de 2050 qui est d'avoir zéro émission au Québec ou net zéro. C'est parce que les émissions qu'on pourrait avoir, on les compenserait avec
des technologies de captage du CO2 de l'atmosphère pour le séquestrer sous terre ou de manière minéralisée. Il y a différentes technologies qui sont en développement justement pour attraper du CO2 de l'air et faire en sorte que ce ne soit plus un gaz qui monte dans l'atmosphère, mais que ce soit sous forme de minéral ou sous terre pour ne plus que ça ait d'impact sur notre climat. Euh, donc, il y a des mauvaises nouvelles parce qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Il y a des bonnes nouvelles parce que quand on regarde l'industrie, depuis 1990, toutes les industries québécoises ont réduit de 28% leurs émissions. Dans les bâtiments commerciaux institutionnels, ils ont réduit de 1% leurs émissions. Les bâtiments résidentiels, ils ont réduit de 59% les émissions. Donc, il y a des secteurs au Québec où les émissions de gaz à effet de serre sont en diminution. C'est une bonne chose. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des secteurs comme le transport où ça a cru de 21% les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, ça a augmenté de 19% sur les 31 dernières années, entre 90 et 2021. Dans le secteur des déchets, ça n'a pas vraiment réduit, une légère augmentation de 1%. Donc, vous voyez, il y a des secteurs en rouge où il y a justement des problèmes et des secteurs en vert où ça va bien. Et une bonne nouvelle, c'est que dans les secteurs en rouge, on connaît les solutions. En transport, les solutions, en fait, elles sont techniquement faciles. On a des véhicules de plus en plus gros au Québec. On a de plus en plus de véhicules au Québec. On a des camions de marchandises qui sont de plus en plus vides au Québec. On a des alternatives qu'on pourrait développer et il ne tient qu'à nous de développer ces alternatives pour justement réduire nos émissions en transport. En agriculture, qu'est-ce qui cause ces émissions en agriculture? C'est énormément notre consommation de protéines animales. Donc, on aime le bœuf, on aime le porc, on aime des produits laitiers. C'est très bon. Le problème, c'est que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et ça nécessite une agriculture intensive pour avoir des céréales pour nourrir les animaux. Donc, la conclusion, c'est simplement, c'est ce que votre médecin vous recommanderait, de manger plus de légumes, plus de fruits, manger moins de produits animaux. Et ce qui ne veut pas dire devenir végétarien du jour au lendemain immédiatement. Ça veut simplement dire avoir une consommation de protéines animales moins grande et d'avoir des transports qui sont moins intenses en carbone. On connaît les solutions, il faut les déployer. Ça, c'est à grande échelle. Évidemment, vous, dans votre entreprise, ben, il faut que vous fassiez un diagnostic plus précis pour mieux comprendre, comme je vous le disais dans le portrait des émissions de scope 1, 2 et 3, où se trouvent vos émissions. Je n'ai pas beaucoup parlé des émissions de scope 2, parce que les émissions de scope 2, c'est lié à l'achat d'électricité ou si vous êtes chauffé dans un réseau de chaleur ou dans un réseau de refroidissement, eh bien, c'est les émissions qui sont liées à la production d'électricité ou à la production de la chaleur qui vous arrive dans un réseau de chaleur. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réseaux de chaleur au Québec. Il y en a un au centre-ville de Montréal, géré par Énergir. Il y a des achats d'électricité, mais vous le savez, notre électricité au Québec, elle est à 100% renouvelable, sauf aux îles de la Madeleine et dans des villages éloignés hors réseau d'Hydro-Québec. Donc, nos émissions de scope 2 au Québec, elles sont à peu près inexistantes. C'est vraiment nos émissions directes et les émissions indirectes par rapport à nos fournisseurs et nos clients, grosso modo, dans les émissions de scope 3. Pourquoi est-ce qu'il faut agir? Mais il y a plein de raisons d'agir. La première raison d'agir, c'est l'environnement naturel. Je vous ai dit, c'est les changements climatiques, c'est le climat, les précipitations extrêmes, les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, la température qui fait des yo-yo, les tempêtes, la raréfaction des ressources naturelles. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus il y aura un emballement des dérèglements climatiques qui va vous affecter directement. Les entreprises ne vivent pas dans une planète virtuelle et on a des bureaux. Même si vous êtes une entreprise virtuelle, vous avez des serveurs qui sont quelque part dans une usine, un centre informatique. Ce centre informatique, il est localisé quelque part, qui est exposé à des intempéries, des éventuelles inondations, des éventuels feux de forêt. Il y a des travailleurs qui doivent aller là. Il y a de l'approvisionnement électrique qui doit approvisionner ces bâtiments avec des serveurs. Vous avez des employés, ils doivent vivre quelque part. Tout le monde est affecté par les changements climatiques. Alors, ne serait-ce que pour minimiser les impacts futurs sur nos opérations, eh bien, il faut agir.
Ça, c'est simplement, on le constate, l'environnement change là et on voit les yo-yo climatiques dans lesquels on vit, qu'on subit, devraient être des signaux d'alarme très puissants pour nous dire il faut remettre en cause certaines choses, il faut réduire nos émissions, il faut s'adapter au changement climatique. Et ça veut dire repenser nos systèmes d'affaires. Il y a évidemment des organisations internationales, l'ONU, mais différentes autres aussi, des associations professionnelles qui demandent d'agir, qui font des pactes, hein, des partenariats pour nous demander d'agir, pour nous engager à agir. Il y a de plus en plus de pression là-dessus. Les gouvernements mettent une pression pour l'action. Au Québec, de façon très concrète, la pression qui pèse sur nous de façon très directe, c'est le marché du carbone. Je vais vous en parler un petit peu dans quelques secondes de ce marché du carbone, mais c'est des pressions bien concrètes. Il y a des pressions qui viennent des partenaires. De plus en plus, on a des partenaires d'affaires dans la chaîne d'approvisionnement qui qui exigent d'avoir des partenaires qui s'engagent dans la lutte contre les changements climatiques, qui réduisent leurs émissions, qui veulent avoir des partenaires d'affaires qui ont des bonnes pratiques. Il y a les investisseurs qui de plus en plus font attention dans quel secteur ils investissent et veulent investir dans des secteurs qui sont prêts pour les changements climatiques, qui sont prêts pour le monde du futur et qui sont justement porteurs de solutions et de solutions d'affaires compatibles avec un monde carboneutre et non pas incompatibles. Donc les investisseurs sont de plus en plus sensibles et les consommateurs, même si les consommateurs ne sont pas toujours aussi proactifs que moi personnellement je le souhaiterais, il y a quand même des pressions au niveau des consommateurs. On a des consommateurs qui regardent de plus en plus les logos des entreprises. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est pas vert? Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'ils font toujours le bon choix dans leurs activités de consommation, mais il y a quand même certains mouvements qui font en sorte que les consommateurs exercent des pressions sur les entreprises et demandent que les entreprises soient plus vertes. La pression qui est très importante pour les entreprises, c'est une pression financière du marché du carbone. On est au Québec dans un marché du carbone avec la Californie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on est avec la Californie, mais il se trouve que l'histoire fait que le Québec et la Californie ont fait un projet commun, main dans la main pour leur marché du carbone. Et là, vous voyez les émissions des secteurs du bâtiment, transport, électricité de la Californie et du Québec et de l'industrie. Tout ce qui est en gris, ce sont des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez la trajectoire des émissions en Californie et au Québec. Donc, quand vous faites la somme des émissions de la Californie et du Québec, eh bien, ces émissions-là en grise, elles doivent avoir un droit d'émission. Elles doivent se procurer un droit d'émission, soit qui est donné par le gouvernement, soit qui est vendu aux enchères. Et en fait, la majorité est vendue aux enchères organisées par les gouvernements de Californie et du Québec, avec des prix qui vont aller en croissance, en augmentant. Et pourquoi ils vont aller en augmentant? Parce que le gouvernement va mettre de moins en moins de droits d'émission sur le marché. Et les petites barres que vous voyez qui descendent ici, qui descendent jusqu'en 2030, ça, c'est la quantité de droits d'émission que le gouvernement californien et québécois vont mettre en vente sur le marché du carbone. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de droits d'émission. Il faut imaginer ce droit d'émission comme un permis de chasse. Si le gouvernement voulait interdire la chasse ou quand le gouvernement veut interdire la chasse de certaines espèces, eh bien, il donne de moins en moins de permis de chasse ou de quotas de pêche. Pour les pêcheurs, c'est souvent sous forme de quotas de pêche que ça se manifeste. Eh bien, quand on veut protéger une espèce, on limite le nombre de quotas qui sont disponibles. Mais là, on veut protéger les émissions de gaz à effet de serre, on veut protéger le climat. Donc, le gouvernement californien et Québec limite le nombre de droits d'émission. Et là, comme vous le voyez, notre trajectoire de réduction, hein, elle n'est pas vraiment sur la même pente descendante que la réduction des droits d'émission. Il y aura de moins en moins de droits d'émission, donc il y aura une rareté dans les droits d'émission et on ne réduit pas nos émissions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir, si vous voulez en acheter, si vous voulez émettre, eh bien, il va falloir les acheter aux enchères et il y a une rareté, ce qui explique l'augmentation du prix des droits d'émission ces dernières années. Donc là, aux dernières enchères qui a eu lieu en février, ce février 2024, eh bien, on était rendu à 56 dollars par tonne de GES et ça ne fait qu'augmenter. Vous voyez, l'augmentation, elle est assez raide et c'est en partie lié à la rareté qu'on observe dans le secteur. Cette rareté, qu'est-ce que ça veut dire? 56 dollars la tonne, ça veut dire concrètement pour un litre de diesel à 56 dollars la tonne, ça veut dire 15 cents le litre de plus que vous payez à la pompe. C'est inclus dans le prix du diesel que vous achetez ou le prix de l'essence. Dans le cas de l'essence, 56 dollars la tonne, ça veut dire 13 cents le litre d'essence. Ce matin, l'essence, je pense, elle était environ à 1,59 $, 1,60 $. Dans ce 1,60 $ du prix de l'essence, il y a 13 cents
qui sont liés au prix du carbone. Vous le payez si vous mettez encore de l'essence dans votre véhicule. Vous voyez, pour le gaz naturel, les entreprises utilisent une certaine quantité de gaz naturel. Dans le prix par gigajoule qui est payé pour le gaz naturel, mais il y a 2,78 $ par gigajoule de gaz naturel va directement pour le coût du carbone dans le prix du gaz naturel. Et on paye autour de 10 $ le gigajoule de gaz naturel. Donc là, vous voyez, 2,78 $, c'est significatif. Et là, ça va augmenter. Le gouvernement fédéral vise à avoir un prix de 170 $ la tonne en 2030. Au Québec, ça se peut qu'on soit là, ça se peut qu'on soit plus bas. Mais là, quand on sera à 170 $ la tonne, ce qui est le niveau visé par le gouvernement fédéral, ça sera 40 cents, près de 40 cents le litre d'essence que vous allez payer pour la tonne de GES. Ça pourrait être moins au Québec si on a un prix inférieur à 170 $ la tonne. Ça pourrait être plus si notre prix est supérieur. On n'est pas exactement en ligne avec le prix fédéral. Mais tout ça, c'est une raison d'agir parce que le prix va augmenter. Donc, les clés de la transition, parce que je vous ai dit que vous aurez les clés de la transition, pour vous, c'est comprendre votre bilan énergétique, votre bilan écologique. Pour les gaz à effet de serre, c'est faire l'analyse de quelles sont vos émissions, connaissez-les de scope 1, mais aussi de scope 3, et de planifier votre trajectoire. Pour planifier votre trajectoire, je vais prendre 2 dernières minutes pour en parler. Eh bien, je vous recommande la lecture de ce rapport que j'ai réalisé avec Charlotte Tulin. Euh, eh bien, c'est un trajectoire d'émission d'entreprise. En gros, votre trajectoire d'entreprise, elle consiste à regarder vos options. La première option, c'est ne rien faire. Ne rien faire, vous pouvez essayer de le faire. À mon avis, c'est très risqué. Euh, Ça peut être considéré comme être une action prudente, très prudente, parce que vous regardez et vous attendez de voir ce qui se passe dans l'environnement pour décider. Ça peut aussi être très imprudent parce qu'avec le statu quo, ben, il n'y a pas l'innovation, il n'y a pas de recherche de nouvelles solutions et vous allez faire du surplace. Alors, la prudence, parfois, là, c'est de jamais traverser la rue. Ben, vous n'allez pas vous faire écraser par une voiture, ça c'est certain, vous êtes très prudent, mais vous n'allez jamais progresser, vous n'allez jamais aller nulle part. Vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez compenser vos émissions sans vraiment réfléchir à vos émissions ou à les réduire. C'est un deuxième niveau d'action qui n'est pas forcément entièrement mauvais, mais malheureusement, ça ne vous amène pas à aller plus loin, à réduire par l'efficacité énergétique. Et je ne vous ai pas beaucoup parlé d'efficacité énergétique, mais je peux vous garantir qu'au Québec, en Amérique du Nord, nous ne sommes pas les champions de l'efficacité énergétique. Et ça, c'est à la fois un constat un peu triste, mais c'est une excellente nouvelle. Parce que comme on n'est pas les champions, ça veut dire qu'on a une marge d'amélioration vraiment impressionnante et on peut s'améliorer au Québec particulièrement. On peut améliorer notre efficacité énergétique. Et ça, on a un devoir de le faire, un devoir moral, mais un devoir financier de le faire. La bonne gestion financière vous demande d'être plus efficace pour justement réduire vos coûts d'opération en améliorant votre performance. Après, vous pouvez réduire par les énergies renouvelables, aller chercher de l'électricité renouvelable, la chaleur renouvelable. Au Québec, on a beaucoup d'électricité renouvelable, mais on peut aller chercher davantage encore, pas juste de l'électricité, de la chaleur, mais aussi des biocarburants, différentes sources d'énergie renouvelable. Mais surtout, donc là, si on est dans les options 1, 2, 3, ben, on est dans une approche équilibrée, dans le sens où on ne veut pas trop innover, mais on avance quand même. Ce que moi, je vous suggérais surtout, c'est évidemment de faire du 2 et 3, mais d'aller plus loin, d'avoir une approche audacieuse, d'avoir une trajectoire audacieuse, évidemment de bien comprendre vos émissions, mais de développer des nouvelles approches, de tout de suite penser qu'est-ce que vous pouvez faire différemment pour un monde carboneutre. C'est quoi votre solution d'affaires? Comment vous allez contribuer? Pourquoi les consommateurs peuvent adopter vos solutions? Comment ça va les aider dans un monde carboneutre et comment vous allez être compatible avec un monde carboneutre? Donc ça, c'est un petit peu les différentes approches. À vous d'aller de l'avant. Vous pouvez aller plus loin en lisant mon livre L'équilibre énergétique, mais je vous le recommande en deuxième. Lisez surtout ce rapport-là qui va être plus directement lié à vos enjeux. Et je vous remercie. On a une quinzaine de minutes pour des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre si vous en avez. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Très, très clair, très bien vulgarisé. On comprend que, il y a des réglementations ou des tarifs qui vont être imposés par les gouvernements pour arriver à atteindre Qui nos sont cibles. imposés. Ils sont déjà imposés, puis comme tu l'expliquais bien, ça va être amené
à être vue à la hausse à travers les années. Il y a aussi, comme tu l'expliquais, une pression de la part des partenaires d'affaires, des clients, même des employés, je crois. C'est important nous, on sonde à chaque trimestre des professionnels, des gestionnaires sur les questions de la transition, puis on voit que c'est une préoccupation forte des employés. Ils veulent travailler pour une entreprise qui agit pour les pour la lutte au changement climatique. Puis aussi, lorsqu'une entreprise a du succès dans cette transition-là, mais c'est très, très, très positif sur l'adhésion, la motivation des employés. Puis, ultimement, les investisseurs, comme tu le disais, on voit de plus en plus de banques qui vont offrir des taux d'intérêt plus avantageux à des entreprises qui ont des plans sérieux de transition. Donc, il y a des défis, oui, mais beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Euh, on voyait, là, je regardais les questions des gens en ligne. Une première question qui est plus technique. Donc, c'est une question par rapport à la première partie de ta présentation, la durée de vie des GES dans l'atmosphère. Si on arrête les émissions maintenant, combien de temps subira-t-on les effets des gaz à effet de serre que nous avons déjà libérés? Très bonne question. Alors pour le CO2, mauvaise nouvelle, le CO2, là, ça reste dans l'atmosphère. C'est là, c'est un stock qui s'accumule. On peut le capter et si on fait, c'est pour ça qu'on dit toujours planter des arbres, c'est une bonne chose parce que avec la photosynthèse, une plante quand ça pousse, ça fait de la photosynthèse, ça a besoin du CO2 pour se transformer, faire le bois, les feuilles, les tiges de l'arbre ou de la plante. Donc ça prend du CO2, ça prend du carbone dans l'atmosphère. Donc, si on plante, à chaque fois qu'on plante des arbres ou des plantes, ça va chercher du CO2 et là, ça réduit. Mais par contre, les autres gaz à effet de serre, eux, effectivement, ils ont une durée de vie et ils vont se désagréger. Le méthane, par exemple, c'est de l'ordre de 7-8 ans. La molécule de méthane, elle va rester 7-8 ans dans l'atmosphère et elle va se désagréger par la suite. Et les autres molécules, ben, elles ont des durées de vie plus ou moins longues. Donc, on ne peut pas dire, elles n'ont pas toute une durée de vie égale. Le problème, c'est que on en émet plus que ça, on en retire ou qu'elles se désagrègent dans de l'atmosphère. Donc, il faut vraiment réduire. Et après, il faudra être proactif même dans le captage et la réduction, enfin, le captage et la séquestration de ce CO2. Ça fait le point pour une autre question qu'on a reçue, Pierre-Olivier. Bon, on comprend que les entreprises, elles peuvent, bon, d'abord avoir mesurer leur GES, tout mettre en œuvre pour réduire. Ensuite, il y a l'option de compenser pour une PME, parce que là, c'est notre thème aujourd'hui, puis on a plusieurs gestions de PME à l'écoute. Est-ce qu'à un certain moment, la captation carbone, ça va devenir un outil dans les ressources pour une PME ou ça va être quelque chose qui va se faire avec des très grandes capacités? Alors, ça se développe, les technologies se développent, des technologies de captage, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel c'est de la compensation. C'est dans capter, on pourrait se dire, ben, je vais continuer mes activités et je vais compenser en captant l'équivalent. Si on fait du captage direct de l'air, les coûts sont énormes avec les technologies actuelles, donc c'est un petit peu hors de prix. Il ne faut pas miser sur la compensation et le captage à grande échelle parce que on a trop d'émissions. Il faut vraiment réduire, il faut réduire nos émissions, repenser les manières de faire. On peut compenser à la marge et se dire, c'est OK pour quelques années, le temps que je me mette en marche, je compense en achetant justement, en payant des gens qui vont planter des arbres. Là, par exemple, on a Carbone Boréal au Québec qui fait des activités de compensation pour réduire le CO2 atmosphérique en plantant des arbres. C'est une bonne chose. Il faut faire du reboisement, de la reforestation, mais ça ne sera jamais assez parce qu'on émet trop. Donc, le captage va être utile parce qu'il va falloir avoir des émissions négatives, mais il faut retirer, mais on doit réduire, parce que si on ne réduit pas, on ne pourra pas capter à assez grande échelle. Oui, c'est clair. Puis le graphique que tu nous présentais un peu plus tôt, il est sans équivoque. Là. Il faut vraiment que la courbe diminue drastiquement là, dans les prochaines années pour atteindre euh, une économie qui est carboneutre en 2050. Maintenant, encore des questions que je vois en ligne. Tu nous présentais deux excellentes références là, pour les gens à l'écoute qui aimeraient se renseigner, que leurs employés aussi puissent se renseigner.
Une entreprise qui part de zéro puis qui veut mesurer là, ou estimer ses émissions de GES pour être capable ensuite d'adopter un plan. Est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes probablement dans les livres que tu as présentés, puis des aides financières aussi qui sont disponibles pour les PME? Alors, très bon point. Des aides financières spécifiquement pour faire son bilan carbone, je n'en ai pas vu spécifiquement. Euh, il y a différents consultants qui existent. La Coop Carbone peut accompagner. Donc là, je suis aucunement associé à la Coop Carbone, mais c'est des gens qui peuvent faire des accompagnements à ce niveau-là. Il y a d'autres consultants qui peuvent le faire. Euh, pour les PME, la première chose, c'est de sortir ces factures de gaz naturel, de produits pétroliers, parce que c'est ça l'essentiel, et de demander à leurs fournisseurs, mais est-ce que vous avez des bilans? Mais c'est vraiment de regarder sa consommation d'énergie. Et puis, une fois qu'on a la consommation d'énergie, c'est assez simple parce que 1 mètre cube de gaz naturel, c'est associé à une quantité de gaz à effet de serre. Et puis, 1 litre d'essence, c'est associé à 2,3 kg de CO2. Donc, il y a des coefficients comme ça qu'on peut faire. Donc, on peut faire quasiment son bilan maison, mais c'est vrai que c'est bien d'être accompagné. Et là, il faut aller chercher donc des ressources, mais il y a des consultants en développement durable qui font ce genre de choses, de bilan pour les orienter. Mais des aides financières, je n'en ai pas vu directement là-dessus pour faire le bilan. Après, des aides financières pour améliorer son efficacité énergétique, faire différents programmes, ça, il y en a. Et les gouvernements et Hydro-Québec et Énergir sont aussi assez bons là pour aider et accompagner pour des diagnostics en efficacité énergétique. Tout à fait, c'est vrai que c'est un service qu'offre, alors qu'il est en corporatif, là, Hydro-Québec Énergie, c'est bon de le mentionner. À travers Convergence, on va rendre disponible dans les prochaines semaines une boîte à outils. Pour les gens à l'écoute, là, on va justement présenter des firmes qui offrent ces services-là. Puis aussi, il y a des calculateurs en ligne qui permettent au moins d'estimer. Donc déjà là, au moins avoir une première visibilité là, sur les émissions. C'est déjà un bon début si on veut adopter un plan. Il y a des questions par rapport justement à l'électricité, à Hydro-Québec, Pierre-Olivier, dans pour les gens là, à l'écoute. On a beaucoup entendu parler. Monsieur Sébia a présenté son plan. Il y a eu des consultations du ministre Fitzgibbon pour notre transition énergétique. On nous a parlé de la fin des surplus. On nous a parlé du fait que pour décarboner, électrifier, on va devoir augmenter les capacités de production d'énergie renouvelable au Québec. Les gens à l'écoute se demandent au niveau des tarifs d'électricité pour une PME, est-ce qu'on doit déjà se préparer à une augmentation des tarifs dans ce contexte que je viens d'évoquer, là? Bonne question, parce qu'aujourd'hui, les PME du Québec subventionnent la consommation des clients résidentiels. Donc, on a cette espèce de pacte social qui, à mon avis, il faudrait repenser, parce qu'on n'est plus dans un monde où on a besoin de subventionner l'entièreté des consommateurs résidentiels, mais les consommateurs résidentiels payent 15% de moins que ce qu'ils devraient payer grâce ou à cause de ce pacte social, ce qui fait en sorte que les clients industriels et commerciaux et les PME payent, dans le cas des PME, souvent 30% de plus que ce qu'elles devraient payer parce qu'elles financent les subventions données aux consommateurs résidentiels au Québec. Et pire que ça, c'est que M. Fitzgibbon a dit, et M. Sebia ont dit, et M. Legault ont dit qu'ils voulaient plafonner l'augmentation des tarifs résidentiels à 3% dans les années à venir. Or, quand on regarde les investissements qui vont arriver en électricité, c'est impossible de payer pour ces investissements avec un 3% d'augmentation aux clients résidentiels. Ça veut dire que si on se fie à la parole de M. Legault et de M. Sebia, c'est les entreprises qui vont devoir payer plus que leur part pour continuer à subventionner les clients résidentiels et en fait augmenter l'augmentation de la subvention des clients résidentiels pour limiter l'augmentation de leur tarif à 3%. Donc ça, c'est évidemment inacceptable. Malheureusement, politiquement, les politiciens ont fait de ce genre de déclarations parce ils gèrent à la petite semaine et puis ils ne veulent pas créer une tempête et ils préfèrent gérer une tempête qui va arriver plus tard que de bien préparer le terrain et d'avoir un discours responsable vis-à-vis de la population. Donc, oui, les PME doivent se préoccuper du prix de l'électricité parce que tel que c'est conçu et tel que c'est planifié dans les années à venir, il y a des augmentations indues qui vont leur être imposées.
Et moi, j'en parle autant que je peux, mais je vous invite à la chambre de commerce, les chambres de commerce et les PME à commencer à faire des représentations pour exiger du gouvernement qu'il ait un discours responsable sur la manière de payer pour les investissements en électricité. Parce que ça n'a aucun sens. Parce que ça n'a aucun sens, pas parce que je veux faire payer les gens résidentiels, mais c'est parce que des consommateurs comme moi, et je ne suis pas un ménage à faible revenu, c'est pas normal que mon ménage soit subventionné dans sa consommation d'électricité. Il y a des catégories de consommateurs résidentiels que oui, il faut subventionner parce qu'ils sont mal pris, mais heureusement, c'est pas l'entièreté de la population québécoise qui est mal prise. Et ceux qui sont pas mal pris, il faut qu'ils payent le coût de service de la fourniture d'électricité. Un autre élément que tu as abordé un peu plus tôt, puis qui est assez clair, c'est que on a une capacité, une opportunité de s'améliorer en efficacité énergétique. Puis donc, il y a comme un momentum en ce moment là, pour les conditions sont en place pour que nos entreprises aussi soient accompagnées à ce niveau-là. Dernière question, peut-être, Pierre-Olivier, pour une entreprise, là, à l'écoute, là, on parle de gens qui œuvrent dans des PME, qui n'ont pas encore débuté son plan de transition. Peut-être, c'est quoi des leviers ou des gains assez rapides qui peuvent être faits, là, tu sais, que tu vois que c'est assez généralisé là, pour une entreprise qui débute. Tu as parlé de transport bâtiment. Un dernier conseil avant de clore le webinaire. Mais je redirais ce que j'ai dit, c'est vraiment faire son bilan, se connaître. Connais-toi toi-même, connais tes émissions, regarde ton bilan environnemental, même idéalement au-delà des GES. Les GES sont très importantes, mais il y a d'autres, il y a des enjeux de gestion des matières résiduelles, de différents types de pollution. Donc, faites votre bilan, connaissez-le, parce que vous ne pourrez pas agir de manière rationnelle si vous ne connaissez pas bien votre impact. Donc, il faut se connaître, puis l'idée, c'est pas de se blâmer ni de s'auto-flageller, mais de connaître et de chercher à s'améliorer. Et il y a plein de solutions. Les plus évidentes, ça va être en transport. Il y a des options qui se développent en transport électrique, mais aussi en mutualisation des véhicules, pour le covoiturage, le transport actif, pour les livraisons. Il y a plein d'options qui peuvent se faire. Euh, et là, je dirais à votre échelle, mais après, il y a évidemment une échelle supérieure qui est, il faut que l'industrie parle d'une voie plus organisée pour exiger que les gouvernements investissent, par exemple, en transport ferroviaire. Il faut développer des options par train. Le train consomme beaucoup moins d'énergie. Donc, il faut envoyer le message que on peut faire beaucoup de choses à notre échelle, mais il faut évidemment aller dans une échelle supérieure pour structurer tout ça de façon plus globale. On comprend bien, Pierre-Louis, que merci d'abord là, pour la clarté de la présentation, pour les guides. On comprend que les entreprises, elles ont un rôle à jouer, les gouvernements aussi, comme tu le disais, c'est dans le développement des infrastructures, des réglementations, aussi des incitatifs. Euh, C'était fort intéressant comme présentation. Merci infiniment. Pour les gens à l'écoute, on va rendre disponible l'enregistrement du webinaire prochainement en ligne. Donc, vous pourrez partager à vos collègues qui seraient aussi intéressés, qui ne pouvaient pas être avec nous en direct là, à entendre la présentation de Pierre-Olivier, que je remercie chaleureusement. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui va être le vendredi 19 mars. On aura l'occasion d'entendre Luciano Barin-Cruz, qui est professeur au département de management et directeur de la transition durable chez HEC Montréal. Puis, il sera en compagnie de Sonia Hernandez, qui est associée enjeux ESG chez KPMG. Donc, deux sommités aussi euh, dans le secteur. Et ils vont nous parler, ça fera le pont avec ce que tu présentais aujourd'hui, Pierre-Olivier, comment établir, développer un plan et après engager ses partenaires et ses employés dans la réalisation d'un plan de transition. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée.